et bienvenue. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce rendez-vous du greffe spécial sanitaire et social pour découvrir quels sont les enjeux pour les années à venir. Aujourd'hui en Bretagne, près d'un actif sur cinq travaille dans le domaine du sanitaire et social. Le secteur recrute mais reste en tension. Vieillissement de la population, croissance de l'emploi, remplacement des départs à la retraite, tension sur le marché du travail. Le secteur fait face à de nombreux défis. Je suis Marie Clermay, chargée d'animation et d'accompagnement des professionnels au Greffe Bretagne. Et je suis aussi animatrice des communautés La Place. C'est un réseau social qui est ouvert à tous les acteurs emploi, formation et insertion. Aujourd'hui, pour mieux connaître et ou actualiser vos connaissances sur le sujet, on a le plaisir d'accueillir plusieurs intervenantes. Océane chargée de mission Observatoire Emploi-Formation au Greffe Bretagne, donc une de mes collègues, vous présentera des éléments sur le contexte socio-démographique breton, la diversité des métiers et des conditions de travail. Bonjour Océane. Bonjour à tous. Florence Lemoine et Stéphanie Gouret sont chargées de mission animation des formations sanitaires et sociales à la région Bretagne. Elles vont évoquer la compétence régionale dans le domaine et les orientations sanitaires et sociales 2023 jusqu'à 2027. Et enfin, elles présenteront également des éléments d'actualité sur l'offre de formation. Bonjour à vous. Bonjour à tous et Bonjour. à toutes. On accueille également Véronique Laure, qui est directrice de l'Institut de formation des professionnels de santé, l'IFPS de Vannes. Elle apportera son témoignage et nous parlera des futures formations que proposera sa structure. Et enfin, pardon, bonjour Madame Laure. Bonjour à Bonjour. tous. Et enfin, Sylvie Rochard, ma collègue du greffe, qui est coordinatrice de l'animation et de l'accompagnement des professionnels. Elle est avec nous et surtout avec vous dans le chat pour voilà, intervenir, relayer vos questions et apporter des précisions et vous partager des liens. Alors, je vous rappelle d'ailleurs que pour le chat, donc vous pouvez parler à tout le monde. Simplement, il faut bien penser à cliquer sur le petit bouton bleu en bas à droite de votre écran. Comme ça, tout le monde profitera des interactions. Et vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. On accordera un temps pour les prendre à la fin de chaque intervention. Donc, pour démarrer, Océane, est-ce que tu peux nous présenter le contexte du sanitaire et social en Bretagne et donc notamment au greffe, le service dont tu fais partie, l'Observatoire, publie des études, des portraits territoriaux, etc. Donc, peux-tu nous en dire plus? Oui, merci Marie-Claire. Du coup, oui, nous, à l'Observatoire du Greffe Bretagne, on réalise différentes études sur le sanitaire et social. Les deux dernières études qui ont eu lieu sur ce sujet, ça a été des portraits territoriaux qui ont été réalisés en 2022 sur les 4 départements bretons. Il y a eu des temps d'échange qui ont été organisés dans chaque département avec les acteurs à la demande du conseil régional et organisés par le conseil régional. Et du coup, suite à ça, il y a une... Excuse-moi, Oui, Océane, est-ce que tu peux essayer de remonter un tout petit peu ton micro? oui, c'est mieux? Ah voilà, c'est mieux, Pardon, merci. excusez-moi. Du coup, dans ce cadre-là, il y a des portraits territoriaux qui ont été rédigés et qui permettent d'avoir des éléments de contexte par département et pour le niveau régional, pour notamment percevoir les enjeux à venir dans le secteur avec les enjeux démographiques, de renouvellement, etc. Et en parallèle, à la demande du conseil régional, toujours, on a réalisé une étude portant sur 25 métiers caractéristiques du secteur sanitaire et social. Là, l'idée, c'était d'avoir des éléments clés sur les caractéristiques sociodémographiques, des éléments sur le marché du travail, sur la formation et sur l'insertion pour ces professionnels caractéristiques du secteur. Du coup, à partir de là, on voit que le sanitaire et social, c'est un poids considérable en Bretagne. Comme tu l'as dit, ça représente à peu près un actif sur 5 au niveau régional. Juste sur les 25 métiers caractéristiques qu'on a étudiés, ça représente 145 000 professionnels, ce qui est un chiffre très important. On les a répartis en 8 familles de métiers. Je ne sais pas, Marie-Claire, si tu peux afficher le graphique, s'il te plaît. Du coup, on a juste fait une petite infographie pour vous permettre de voir un peu le poids de chaque famille de métiers les unes par rapport aux autres. Globalement, la famille de métiers la plus importante, c'est les professionnels du soin.
qui regroupe plus de 65 000 professionnels. Donc là, ça comprend les aides-soignants, les infirmiers, les auxiliaires de puériculture, les infirmiers puériculteurs, infirmiers anesthésistes et les infirmiers de bloc opératoire. Euh, il y a d'autres familles. Ensuite, il y a les sages-femmes, qui, elles, sont moins nombreuses, elles sont 1300 environ. Les manipulateurs en électroradiologie médicale, 1400. Les professionnels de la rééducation, donc ils sont 7400, ça comprend les masseurs kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les pédicures podologues et les psychomotriciens. Et pour la partie sanitaire, on a aussi les agents des services hospitaliers, qui sont 18 700. Pour la partie sociale, on a les professionnels des métiers de l'aide à domicile et travailleurs familiaux. Donc là, ils sont 33 000, dont 7 100 accompagnants éducatifs et sociaux. Globalement, pour cette famille de métiers, nous, on s'est focalisé uniquement sur les accompagnants éducatifs et sociaux. Après, il y a de nombreuses autres professions dans cette famille, donc les aides à domicile, etc., qui vont pas trop être analysées ici. Et ensuite, il y a les professionnels de l'action sociale. Donc là, ça va regrouper assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé et moniteur éducateur. Enfin, voilà globalement pour les métiers qu'on a étudiés. Et il y avait aussi les métiers de l'encadrement, donc juste les cadres de santé et les cadres du social. Donc là, c'était un peu pour reposer le contexte des chiffres qui vont être présentés ensuite, vont porter sur ces métiers-là et pas sur d'autres métiers, parce qu'après, dans le secteur sanitaire et social, on a aussi les fonctions support, les médecins, etc. Là, on s'intéresse pas à eux aujourd'hui. Merci beaucoup. Et justement, donc, à propos de la diversité du secteur, comment dire, bah, les professionnels, ouais, peuvent exercer dans beaucoup de secteurs différents. Oui, globalement, du coup, les professionnels du secteur sanitaire et social, ils peuvent exercer aussi bien dans l'accueil de jeunes enfants qu'avec des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, à l'hôpital, en libéral, au domicile, dans le secteur du transport sanitaire pour les ambulances, dans l'action sociale, protection de l'enfance. Le, les secteurs sont relativement variés. Globalement, là, on va vraiment regarder les professionnels dans leur globalité. On va pas se focaliser sur des secteurs particuliers, notamment la petite enfance. Là, il y aura un webinaire à ce sujet qui aura lieu début 2024, donc on va pas faire de focus là-dessus, ni sur l'aide à domicile, parce qu'il y a déjà un webinaire qui a eu lieu en début 2023, si je dis pas de bêtises, sur ce sujet. Et il y a aussi un diagnostic sur ce secteur qui a été réalisé et qui est disponible sur le site du Grève Bretagne. Merci. Peut-être que Sylvie, tu pourras remettre le lien justement du webinaire aide à domicile et des différentes publications. Et au début du webinaire, je disais qu'il y avait des enjeux forts pour le secteur dans les années à venir. Et donc, au regard des observations que vous avez faites, qu'est-ce qui se dégage en fait plus particulièrement? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des évolutions démographiques, donc avec une population vieillissante. C'est le cas partout en France, mais le vieillissement de la population, il est plus marqué en Bretagne qu'en France métropolitaine. À titre d'exemple, on a 20% de personnes âgées de 65 ans ou plus en France métropolitaine. On en a 23% en Bretagne. La Bretagne, c'est un territoire qui attire des nouveaux arrivants, donc il y a un solde migratoire positif, mais on constate que les nouveaux arrivants, il y a des familles, etc., mais il y a surtout beaucoup de retraités, des personnes plutôt âgées, du coup, qui contribuent aussi au vieillissement de la population. Si on regarde les projections de l'INSEE à 2040, il y aurait un fort accroissement des personnes âgées de 75 ans ou plus en Bretagne, avec une augmentation de plus 60% de cette catégorie d'âge. Donc ça veut dire que vraisemblablement, on arrive sur des catégories d'âge où les personnes peuvent avoir besoin de soins, d'accompagnement. Il y a des enjeux forts d'avoir besoin de main-d'œuvre disponible pour pouvoir s'occuper de ces personnes, que ce soit à domicile ou en établissement. Il y a également des tensions de recrutement sur certains métiers qui peuvent être problématiques. La plupart des métiers du secteur sanitaire et social sont réglementés. On ne peut pas exercer le métier si on n'a pas le diplôme. Pour être infirmier, il faut avoir le diplôme d'infirmier. Il veut dire que on ne peut pas former les gens sur le tas. Il y a quand même des besoins d'anticipation pour avoir le temps de former les professionnels et qu'ils soient disponibles avant qu'ils soient disponibles sur le marché du travail.
Si on regarde les enquêtes de besoins de main-d'œuvre de Pôle emploi, il y a les recrutements, ils sont difficiles pour de nombreux métiers. C'est le cas pour 93% des recrutements pour les aides à domicile et aides ménagères, 90% pour les aides-soignants. Et plus globalement, hormis pour les professionnels de l'action sociale, plus de 8 recrutements sur 10 sont jugés difficiles pour toutes les professions, familles de métiers. Après, il faut garder à l'esprit que cette situation, elle est variable selon les départements. L'Ille-et-Vilaine est moins touchée par ces difficultés que le Morbihan, par exemple, et ça peut varier en fonction des métiers. De même, si on regarde les indicateurs de tension, ça, c'est un indicateur qui est fait par Pôle emploi et la DARES qui permet de mettre en parallèle les difficultés de recrutement, le ratio entre offre et demande d'emploi et la facilité des demandeurs d'emploi à trouver un emploi. Pour le secteur sanitaire, pardon, la tension a augmenté entre 2019 et 2020, uniquement pour les infirmiers et les aides-soignants. Néanmoins, elle est élevée pour toutes les familles de métiers du sanitaire. Pour le social, la situation elle est restée stable entre 2019 et 2020 et la tension elle est surtout concentrée sur les aides à domicile, aides ménagères, assistantes maternelles. Sauf pour le Finistère, où là on va avoir une tension de nombreux métiers et notamment pour les éducateurs spécialisés. Les facteurs à l'origine des tensions qui ressortent le plus, c'est notamment les conditions de travail contraignantes pour les aides-soignants, infirmiers et aides à domicile. Et enfin, après, il y a des évolutions législatives et réglementaires qui viennent aussi impacter et faire évoluer ce secteur. Merci beaucoup. Euh, Avant de passer aux chiffres clés et des caractéristiques des professionnels, justement, on vous interpelle un petit peu, vous qui nous écoutez. Si vous pouvez nous dire dans le chat, selon vous, quelles sont les principales caractéristiques des professionnels du sanitaire et social? Voilà, en quelques mots, ce que ça évoque pour vous et, euh, et voilà, ça nous permet un petit peu de vous faire participer puis de rebondir ensuite sur vos propositions. Donc, ouais, principalement des femmes. Vous êtes déjà plusieurs à nous faire cette proposition, enfin ce constat. Des métiers peu reconnus. Ça fait le lien aussi avec ce que tu disais juste avant, Océane, les facteurs à l'origine des tensions. Voilà, il y a une personne qui évoque les horaires découpés, donc ça peut être des horaires contraignants, une vie pro et perso compliquée, donc oui, une articulation qui peut être un un petit peu délicate. Bon, bien, merci beaucoup pour vos contributions et pour ces constats. Alors, TISF, peu reconnu. Je suis désolée, mais moi, je ne connais pas C'est cet les techniciens de acronyme. l'intervention sociale et Ah, familiale. merci. Merci. Très bien. Ben, merci pour vos contributions. Peut-être que Océane, ça te permet de nous donner quelques chiffres par rapport à ça. Oui. Du coup, ce qui est ressorti, c'est effectivement un secteur qui est très fortement féminisé depuis longtemps et ça évolue assez peu. On ne constate pas une augmentation du nombre d'hommes dans cette profession. Après, ça peut être très différent en fonction des métiers. Par exemple, pour la partie sociale, pour la profession d'éducateur technique spécialisé, on n'a que 37% de femmes. Mais ça va être le seul métier du social où on va avoir une majorité d'hommes. Pour le sanitaire, idem, on a un métier où on a une majorité d'hommes, c'est les ambulanciers. Là, on va avoir que 35% de femmes. Ensuite, tous les autres métiers, ça va être majoritairement des métiers féminins. Pour certains métiers, on a même plus de 9 professionnels sur 10 qui sont des femmes. C'est le cas pour les métiers d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou de sage-femme. À titre de comparaison, au niveau régional, tout secteur confondu, 49% des actifs en emploi sont des femmes. Euh, Après, sur la répartition par tranche d'âge, on a une part importante de professionnels qui sont âgés de 50 ans ou plus. Donc là, ça veut dire, ça induit un enjeu de renouvellement sur de nombreux métiers.
Au niveau régional et en France métropolitaine, tout secteur confondu, on a 31% des actifs qui sont âgés de 50 ans ou plus. Pour les métiers du social, on va avoir trois professions qui vont avoir une part de professionnels âgés de 50 ans ou plus supérieure ou égale à la moyenne régionale. C'est le cas pour les accompagnants éducatifs et sociaux. On a 31% des individus qui ont 50 ans ou plus. Pour les cadres du social, on a 34% des individus qui ont 50 ans ou plus. Et pour les éducateurs techniques spécialisés, ce taux monte à 45%. Donc ça veut dire qu'on a près d'un professionnel sur deux qui est âgé de 50 ans ou plus. Les agents de service hospitalier, on en a 36% qui ont 50 ans ou plus. Par contre, pour les métiers du sanitaire, globalement, la part des 50 ans ou plus est inférieure à la moyenne régionale, sauf pour les cadres de santé. On va avoir 43% d'individus qui ont 50 ans ou plus. Néanmoins, pour cette tranche d'âge, elle représente quand même plus d'un quart des actifs pour plusieurs métiers. C'est le cas pour les aides-soignants, pour les ambulanciers, pour les infirmiers puériculteurs, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les manipulateurs radio. Ça veut quand même dire qu'il va y avoir de nombreux départs à la retraite qu'il faudra remplacer, enfin, des professionnels vont partir. À l'inverse, la part des moins de 30 ans, elle est très très variable selon les métiers. On va avoir 29% de moins de 30 ans chez les ergothérapeutes et chez les éducateurs de jeunes enfants, contre 3% pour les éducateurs techniques spécialisés et 4% pour les infirmiers de bloc opératoire et les infirmiers anesthésistes. Ces différences, elles vont s'expliquer en partie par le fait que certains métiers sont accessibles après une spécialisation. C'est le cas pour infirmiers de bloc opératoire et infirmiers anesthésistes ou après une expérience professionnelle antérieure. Généralement, les éducateurs techniques spécialisés, c'est des personnes qui ont exercé un autre métier en amont, en tout cas qui ont d'autres compétences techniques et qui ensuite viennent sur ce métier-là. Ce qui explique pourquoi on a moins de jeunes sur ces métiers. Euh, Après, ils ont des temps de travail très variables selon le métier exercé. Alors, on n'a pas d'informations pour savoir si les temps de travail sont subis ou choisis. Est-ce qu'une personne est à temps partiel de manière volontaire ou est-ce qu'elle subit cette situation? Ça, on n'a pas d'informations à ce sujet. Au niveau régional, tout secteur confondu, on a 17% des actifs qui sont à temps partiel. Cette part, elle est plus élevée dans le secteur sanitaire et social. Pour 7 métiers, on a 30% ou plus des professionnels qui sont à temps partiel. C'est le cas pour les auxiliaires de puériculture, les infirmiers puériculteurs, les assistants de service social, les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs de jeunes enfants, les agents de service hospitalier et les accompagnants éducatifs et sociaux. On constate globalement que les métiers les plus masculinisés sont moins concernés par le temps partiel. Temps partiel associé aux femmes. Enfin, on reste un peu dans les clichés, mais c'est pourtant la réalité sectorielle. Oui. Il faut aussi prendre en compte les horaires atypiques dans le secteur. Donc, à la fois, il peut y avoir du travail de couple, du travail de nuit, le week-end, les jours fériés. Même si les structures travaillent pour essayer de réduire les impacts négatifs de ces éléments-là, il n'empêche que dans une maison de retraite, il y aura toujours besoin de personnel la nuit, le week-end. Enfin, on ne pourra pas complètement réduire ce point-là, même si on améliore, s'il y a des roulements qui sont faits pour essayer que les personnels travaillent moins le week-end ou autre. C'est une situation qui existera toujours. Donc, on ne peut pas enlever. Voilà. Ils peuvent travailler dans multiples secteurs d'activité, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc il y a quand même des évolutions sectorielles qui sont possibles. Et pour une partie des professionnels, ils peuvent exercer en libéral. D'accord, ben merci beaucoup. Et je voulais aussi souligner quelque chose que j'ai vu passer dans le chat, dans vos propositions sur les caractéristiques, sur l'engagement. Alors là, c'est Mm. peut-être quelque chose de moins, comment dire, moins Durable. factuel, Ouais. mais voilà, sur quand même le sens du travail aussi. Et c'est vrai il y a des horaires atypiques, etc. Mais voilà, il y a aussi ce sens et les valeurs. Merci beaucoup. Et donc oui, effectivement, je rebondis aussi sur quelque chose qui a été dit dans le chat. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres présentés visuellement dans la publication. Donc merci à la personne qui a remis le lien. Et effectivement, c'est important de valoriser ces métiers. Ça fait partie aussi de tous les enjeux par rapport ben voilà, aux besoins de recrutement, aux tensions, etc. Océane, je te laisse poursuivre sur les besoins en emploi et les demandes d'emploi. Oui. Du coup, sur la partie du marché du travail, c'est un peu plus difficile pour le secteur sanitaire et social parce que bien que Pôle emploi normalement centralise toutes les offres d'emploi, on sait que pour le secteur sanitaire et social, il y a quand même une partie des offres d'emploi qui ne passent pas par Pôle emploi. Ils vont être diffusées directement par les structures, enfin, du coup, on ne peut pas comptabiliser ni mesurer.
Donc là, nous, on va se concentrer sur les offres qui ont été déposées à Pôle emploi parce qu'on n'a pas d'autres moyens de mesure. Si on cumule les offres sur l'ensemble des métiers, au troisième trimestre 2022, il y avait plus de 6 000 offres d'emploi sur un de ces 25 métiers. Les conditions de travail proposées par ces offres d'emploi étaient assez variables. On avait par exemple 32% d'emplois durables, c'est-à-dire soit de CDI, soit de CDD supérieurs à 6 mois pour les agents de services hospitaliers, contre 75% pour les métiers de l'encadrement. Euh, pour la partie demandeurs d'emploi, on avait près de 16 000 demandeurs d'emploi inscrits sur un de ces métiers au 31/12/2022. Euh, Sachant que parmi ces demandeurs d'emploi, il y en a une partie qui exerce quand même une activité qui sont inscrits en complément d'une activité. Pour les métiers du soin, on avait 68% des DE, des demandeurs d'emploi, qui avaient déclaré avoir eu une activité au cours du mois, contre 54% de ceux inscrits sur un métier de l'encadrement. Et du coup, ça fait quand même plus de la moitié de ces personnes qui avaient quand même exercé une activité au cours du mois. Euh, voilà, globalement pour le marché du travail. Oui. Et dans les études que vous réalisez à l'Observatoire, donc il y a aussi des enquêtes annuelles pour connaître la situation des diplômés 12 mois après l'obtention du diplôme. Oui. Du coup, oui, depuis 2014, je crois, le Grève Bretagne réalise annuellement une enquête auprès des diplômés d'État du secteur sanitaire et social. Du coup, là, les derniers résultats qui sont disponibles, c'est ceux auprès des diplômés 2021. Donc, ils ont été interrogés 12 mois après, donc en 2022. Les résultats ont été publiés début 2023. Globalement, il y a des très bons taux d'insertion dans ce domaine-là. Ça va de 88% pour les métiers de la rééducation à 97% pour les sages-femmes d'individus en emploi à 12 mois. La part de CDI à 12 mois après l'obtention du diplôme est très variable selon les diplômes. Par exemple, pour les métiers de l'encadrement, donc les cadres de santé ou les cadres du secteur social, on va avoir 87% des individus en emploi qui déclarent être en CDI contre 26% des sages-femmes. Sachant qu'après, les sages-femmes peuvent aussi exercer en libéral. Il y en a une partie qui exerce en libéral. Pareil pour le temps complet. On a des résultats très variables en fonction des diplômes. 100% des sages-femmes étaient à temps complet contre 68% des accompagnants éducatifs et sociaux et des techniciens d'intervention sociale et familiale. Si on regarde ensuite la mobilité de ces diplômés, savoir enfin, à part de là où ils ont été formés, est-ce qu'ils restent dans le département ou est-ce qu'ils vont exercer ailleurs? Euh, c'est pareil, ça va être variable. Pour certains métiers, pour les métiers du soin, on a 75% des diplômés qui vont exercer dans leur département de formation. C'est pareil pour l'accompagnement social, c'est assez fort. On a 62% des diplômés qui restent exercer dans le département de formation. Pareil pour les accompagnants éducatifs et sociaux, où il y en a plus de 8 sur 10. À contrario, on va avoir une forte dispersion pour les métiers de la rééducation et pour les sages-femmes. On va avoir environ un quart des professionnels qui restent dans le département de formation. Après, ça, c'est des choses à mettre en lien avec le maillage territorial des organismes de formation, sachant que pour les métiers de la rééducation ou pour les sages-femmes, il y a moins d'organismes de formation en Bretagne que d'organismes de formation qui dispensent la formation d'infirmiers ou d'aides-soignants. Merci beaucoup. Je regarde dans le chat si on a des questions. Il y en a une, mais alors je suis pas certaine que ce soit tout à fait en lien avec les différentes études par rapport aux entreprises ou aux structures qui recrutent. Est-ce que ça, c'est des informations auxquelles vous avez accès lorsque vous faites ces enquêtes? Là, c'était pas le sujet de Non, celle-ci, c'était vraiment sur les portraits. oui, Donc, merci Maud pour votre question, mais c'est vrai que là, nous, on s'est surtout attaché aux caractéristiques, aux portraits et puis enfin, comment dire, aux différents métiers et aux données suite au diplôme. oui. Et merci Océane. C'est très riche et donc je rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations et tous ces chiffres sur le site via les liens dans le chat. Et s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous propose de passer à la suite. On a avec nous aujourd'hui Stéphanie Gouret, qui est à la région Bretagne, et qui va nous expliquer en fait comment la région agit sur sur ce secteur. Voilà.
Alors, les données Merci. chiffrées qu'a précisé Océane, c'est vrai qu'elles montrent la dimension globale de cette compétence régionale. Ce sont des formations qui conduisent à des métiers porteurs de sens et qui jalonnent en fait les parcours de vie de chacun. Depuis 19 ans, la région Bretagne est compétente en matière des formations sanitaires et sociales. Cette compétence, elle est issue de la loi du 13 août 2004 portant liberté et responsabilité locale. Elle s'articule autour de 4 champs d'intervention. Alors, le premier champ d'intervention, on est sur l'analyse des besoins en formation avec l'élaboration d'un schéma des formations sanitaires et sociales. Ensuite, il y a la définition de la carte des formations, puis le financement des établissements de formation. Et en dernier, sur ce champ de compétences, il y a des bourses d'études sur critères sociaux en direction des élèves et des étudiants. Merci. Et les cartes des formations, on va en parler un petit peu plus Voilà. tard. Mais en tout cas, pour mettre en œuvre ces différents champs d'intervention, vous travaillez avec des partenaires, j'imagine. Qui sont-ils? Oui, alors, c'est vrai qu'on parle de cette compétence régionale. Il faut savoir que c'est une compétence partagée avec, notamment avec l'ARS et la DRETS pour les formations paramédicales et également avec le rectorat pour les formations du travail social. Et cette politique régionale s'exerce aussi en lien avec les employeurs, les établissements de formation et de façon plus générale avec l'ensemble des acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de formations dans le secteur? Alors, cette compétence, en fait, alors, au niveau de la région Bretagne, elle s'exerce au travers de 14 formations paramédicales et 13 formations sociales, diplômantes, c'est-à-dire que ce sont des diplômes d'État qui vont du niveau 3 au niveau 7, qui sont donc répartis sur le territoire breton, où justement Florence va aller un petit peu plus dans le détail tout à l'heure sur la carte des formations. Et il faut savoir que ces formations, elles sont accessibles par la voie initiale ou la voie continue. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les orientations pour les années à venir et comment la politique régionale se met en œuvre? Oui, tout à l'heure, enfin, quelques minutes même, quand je vous présentais le champ d'intervention, je vous parlais de l'analyse des besoins en formation. Les orientations sanitaires et sociales, c'est en fait un outil d'animation et de partenariat. En fait, durant l'année 2022, avec l'appui du Greffe Bretagne sur le volet diagnostic, la région a organisé une large concertation avec les acteurs visant justement à définir les nouvelles orientations en matière des formations sanitaires et sociales. Alors, ces orientations stratégiques, elles fixent le cadre pluriannuel de la compétence régionale et font partie intégrante du contrat de plan régional de développement et de l'orientation professionnelle, dit le CPRDFOP. Et donc, ces orientations s'inscrivent également dans la stratégie régionale des transitions économiques et sociales de la région Bretagne et qui recouvre l'ensemble des schémas stratégiques. Voilà, donc vraiment une dimension globale. Merci. Et quels enjeux est-ce que vous avez identifiés par rapport à ça? Alors, ces orientations, elles sont vraiment définies sur une période de 5 ans. Et c'est vrai que lors des concertations, on a vraiment identifié 3 enjeux voilà, qui sont définis. Et ensuite, ces enjeux se déclinent en 8 chantiers et 17 actions qui se voulaient être aussi opérationnelles au niveau des actions. L'enjeu numéro 1, c'est proposer une offre de formation adaptée aux besoins de la population, des apprenants, des employeurs et des territoires. Alors, ce que je vous propose là, c'est donner quelques exemples sur les enjeux. Ça, c'est vrai que il y a 17 actions, mais alors, sur ce premier enjeu, sur l'offre de formation, il y a vraiment l'action qui porte sur la définition de l'offre et la carte des formations, que ce soit pour les formations paramédicales et pour les formations sociales.
L'enjeu numéro 2, et on en parlait aussi au tout début du webinaire, c'est sur agir pour l'attractivité des formations sanitaires et sociales. Là, il y a une action autour du soutien à l'innovation pédagogique pour les établissements de formation. C'est accompagner, soutenir les dispositifs qui permettent en fait de développer des parcours de formation, ce qu'on entend peut-être des parcours de formation plus fluides avec des expérimentations et des nouveaux parcours. C'est aussi accompagner les établissements de formation dans l'évolution des formations à travers de l'universitarisation et le développement numérique. Enfin, sur cette action, c'est aussi faciliter la diffusion vraiment des pratiques innovantes et les partager à l'échelle de la région. Et pour finir sur le troisième enjeu, où là, c'est accompagner les élèves et les étudiants dans leur parcours de formation. C'est vrai qu'on est sur des formations qui alternent, une partie théorique et pratique. Donc là, il y a des accompagnements autour de ce qu'on appelle l'alternance sur les stages. Et également, donc, il y a aussi la gestion des bourses d'études pour les étudiants et les élèves qui sont en formation. Au niveau de la région Bretagne, il y a un adossement des bourses sur celles du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc c'est vrai qu'il y a une revalorisation de ces bourses. Donc, pour la rentrée de septembre, il y a eu d'une part une revalorisation du premier niveau du plafond de ressources, mais également une revalorisation des bourses d'études. Très bien, ben, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la présentation de la carte de l'offre de formation paramédicale avec Florence Lemoine. Oui, alors du coup, pour les formations paramédicales et de sage-femme, l'offre et la carte de formation sont formalisées au travers d'autorisations quinquennales qui sont délivrées par le président de la région Bretagne. Ces autorisations, elles fixent un nombre de places par établissement et par formation sur un territoire donné. Alors, depuis un arrêté du 10 juin 2021, les places proposées en apprentissage pour les formations paramédicales et de sage-femme ne sont plus soumises à autorisation. Et donc, il n'y a plus de régulation de l'offre sur les places en apprentissage dans les formations paramédicales et de sage-femme. Mais par contre, pour autant, pour pouvoir faire de l'apprentissage sur ces formations, il faut tout de même avoir une autorisation préalable de la région pour dispenser la formation. Donc, la procédure de renouvellement des autorisations a été lancée fin 2022 pour la période 2023-2028. Donc, c'est une instruction qui est réalisée conjointement avec l'ARS Bretagne. Et cette instruction a pris en compte la solidité des projets stratégiques et pédagogiques des organismes de formation, mais aussi les tensions par métier, l'équilibre territorial aussi des formations et le modèle économique proposé. Merci beaucoup. Pardon, on a également des chiffres clés autour de cette campagne. Oui, si on doit retenir quelques chiffres sur cette campagne, on a eu 32 établissements qui ont déposé des projets pour une ou plusieurs formations. Et au final, on a 234 places supplémentaires qui ont été créées par cette campagne d'autorisation, ce qui porte le total de places autorisées en première année de formation à 4 425 pour la période 2023-2028. Merci beaucoup. Et suite à cette campagne d'autorisation, quelles sont les principales nouveautés qui ont été mises en place? Alors déjà, les évolutions capacitaires, elles sont concernées quasiment toutes les filières et toute la région. Là, ce que je vous propose, c'est plutôt de présenter les nouveautés, les principales nouveautés par département, et notamment les nouveaux sites ou les nouvelles filières. Alors, pour les Côtes d'Armor, on va avoir deux nouveaux instituts de formation des soignants qui vont ouvrir à Lamballe et à Loudéac. Donc, pour Loudéac, la rentrée aura lieu en janvier 2024. Le site va proposer 19 places par la voie initiale ou la voie continue, et il y aura également des places qui s'ajouteront sous la forme de l'apprentissage. Pour le site de Lamballe, lui, il ouvrira en septembre 2024. Donc là, 10 places sont proposées dans les capacités autorisées, mais le site proposera également des places en apprentissage. Alors pour le Finistère, le CHU de Brest va pouvoir proposer dès la rentrée de septembre 2024 une nouvelle formation d'infirmier de puériculteur pour 30 places. Alors ça va aussi permettre de rééquilibrer un peu au niveau de l'équilibre territorial des formations, car jusqu'à présent, cette formation n'était proposée qu'à Rennes.
Sinon, à Quimper, il va y avoir l'ouverture aussi d'une formation pour les ambulanciers. Donc, il y a 10 places qui sont dans les capacités autorisées, mais c'est une formation qui sera aussi accessible par l'apprentissage. Et toujours à Quimper, également un institut de formation des manipulateurs en électroradiologie médicale qui va ouvrir en septembre 2024 pour 20 places. En fait, à ce jour, on a 2 sites de formation qui existent sur la région Bretagne, mais là, les besoins sont très importants et ces besoins sont notamment liés à l'ouverture programmée de nouveaux équipements lourds de type IRM ou scanner. Alors, pour l'Ille-et-Vilaine, la nouveauté majeure, c'est l'ouverture d'un 15e institut de formation en soins infirmiers à Redon, à horizon 2025, pour 35 places. Une attention particulière a aussi été portée sur le secteur de la petite enfance, avec l'ouverture d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture à Fougères. Et la première session, là, est prévue en janvier 2024 pour 16 places. Et enfin, dans le Morbihan, afin de poursuivre le maillage territorial, un nouvel institut de formation d'aide-soignants va ouvrir aussi à Beau, pour 19 places. Et le site proposera également des places en apprentissage et du coup avec une ouverture en septembre 2024. Là aussi, le secteur de la petite enfance a été renforcé avec l'augmentation des capacités de formation des auxiliaires de puériculture à Vannes pour 18 places supplémentaires. Merci. Je projette la carte où on retrouve les différentes formations. Voilà, donc là, vous voyez à l'écran la nouvelle carte des capacités autorisées, donc hors apprentissage, qui fait suite à la campagne d'autorisation. Donc, vous pouvez voir Rennes et Brest, donc les 2 métropoles concentrent donc une grande partie de l'offre de formation. Mais pour autant, le souhait a été de conserver et même de renforcer un maillage territorial fin, notamment pour les formations de niveau 3 et 4, donc ambulanciers et aides-soignants, où là, on est sur vraiment l'idée d'une offre de proximité au plus près des territoires. Merci. Merci. Et pour la carte des formations du travail social? Oui, alors pour les formations du travail social, donc aujourd'hui, on compte 23 établissements de formation du travail social qui sont répartis sur 34 sites et on a 2960 places agréées qui sont ouvertes en première année de formation pour ces formations du travail social. Donc, vous avez également la carte qui s'affiche à l'écran. Donc, la logique suit un peu la même logique que pour les formations paramédicales et de sage-femme. On retrouve, on va dire, les formations post-bac qui vont être dans les villes plus importantes sur la région Bretagne. Et par contre, on a également aussi un maillage territorial fin pour les formations de niveau 3 et 4, donc accompagnant éducatif et social, moniteur éducateur ou TISF. Très bien, merci. Je regarde, est-ce qu'il y a des questions dans le chat par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parler de la campagne d'agrément qui est lancée depuis le 16 octobre pour les formations du travail social. En fait, c'est comme pour les formations paramédicales, la carte des formations du travail social va être revue dans le cadre de la campagne quinquennale d'agrément des établissements de formation. Donc, c'est une campagne qui va être menée conjointement avec la DRETS, qui fera l'instruction et les auditions aussi avec la région. Et là, pour cette campagne, l'enjeu principal, c'est vraiment de pouvoir proposer une offre qui soit la plus ajustée possible aux besoins des territoires, des employeurs et des apprenants. Donc, pour gagner en attractivité sur ces formations et répondre ainsi aux tensions de recrutement sur ce secteur, plusieurs axes nous paraissent importants, comme le travail en réseau, offrir une meilleure visibilité de l'offre de formation, mais aussi de pouvoir proposer des parcours innovants et individualisés qui soient accessibles au plus grand nombre. Donc, ce seront vraiment ces éléments qui feront l'objet d'une attention particulière lors de l'instruction des dossiers et de l'audition. Et pour information, mais ça sera peut-être mis dans le chat, si vous voulez plus d'informations sur les modalités et calendrier de la campagne, vous pouvez avoir des informations supplémentaires sur le site de la région Bretagne. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez les données par rapport à la rentrée 2023, si l'ensemble des formations avaient fait le plein?
Alors, on a, oui, alors on n'a pas encore stabilisé les chiffres, mais par contre, on sait que pour certaines formations, les remplissages peuvent être moins bons. Alors, même si par rapport au niveau national, en Bretagne, on est plutôt mieux placé hein, sur le remplissage des sessions de formation, certaines formations connaissent plus de difficultés de remplissage. C'est notamment le cas de certaines formations du travail social. C'est également le cas pour certaines formations on va dire paramédical, même si c'est moins vrai côté paramédical. Très bien, merci beaucoup. Et il y a des personnes qui demandent donc si ce sont des formations accessibles avec le bac et quels sont les critères d'admission. Alors, oui, alors ça va être très variable en fonction des formations. Donc là, ce serait un peu difficile de pouvoir y répondre sur ce webinaire-là. Il y a voilà, des accès différents en fonction des formations. Il y a des formations qui sont accessibles sans prérequis, sans baccalauréat. Pour d'autres, c'est le cas. Là, je vous invite à vous renseigner directement sur le site des instituts de formation ou de les contacter directement. Ils seront plus à même de vous répondre sur les modalités de sélection et les prérequis. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut retrouver les deux cartes en ligne sur le site? Alors, elles sont pas accessibles directement sous ce format-là, mais par contre, vous avez la carte interactive avec toute l'offre de formation qui est disponible sur le site de la région Bretagne. Eh bien, c'était peut-être dans le lien que vous nous aviez partagé justement. Alors, nous, le lien, c'était pour la campagne d'agrément, mais par contre, D'accord. sur la page qualif sanitaire et sociale de la région, il y a une carte interactive qui permet de voir les formations à côté de chez soi. Eh bien, merci. Je relais également une intervention dans le chat qui vous remercie pour cette présentation. Et donc, en fait, à l'APEC, elle voit des personnes qui sont effectivement en souffrance et qui souhaitent sortir du secteur, mais voit aussi des cadres du secteur privé en quête de sens et d'utilité qui envisagent une reconversion sur ces métiers. Donc, les informations leur sont utiles. Et est-ce que vous savez s'il est facile de faire des immersions professionnelles dans ces métiers? Ou vers qui est-ce qu'on pourrait les orienter pour avoir cette réponse? Alors, oui, il y a certains établissements de santé qui intègrent le dispositif entreprise accueillante et donc qui proposent des immersions. Donc là, alors j'ai pas les sites comme ça en tête, mais je sais que ça existe. Hein, vous pouvez avoir un peu l'offre pour des immersions. Par contre, alors parfois c'est un peu plus difficile. En tout cas, ça s'organise plus en amont pour des personnes mineures, parce qu'il y a voilà, par rapport aux conditions d'accès dans les établissements de santé, ça peut être un peu plus limitant. Mais voilà, il peut y avoir quand même des choses qui sont organisées par les établissements de santé. Eh bien, ben, merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne et merci Merci pour pour toutes le chat les... qui propose un site. Ouais, merci beaucoup et puis merci pour vos interventions. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais en tout cas, vous pourrez éventuellement nous recontacter pour les reposer. Merci Florence et je propose de passer maintenant au témoignage de Madame Laure, qui est donc directrice de l'IFPS de Vannes. Merci Marie-Claire. Je vais illustrer le propos de Stéphanie et Florence avec effectivement dans le cadre de la campagne des nouvelles autorisations sur les formations sanitaires que l'on a vécues en 2023 pour les 5 années à venir, une consigne des élus du conseil régional qui nous ont demandé au niveau des équipes des instituts de travailler essentiellement sur 3 thématiques: le sujet de l'attractivité des formations, le sujet de l'accessibilité et la sécurisation des parcours pour prévenir les abandons. Et donc tout cela, c'était dans un esprit attendu d'innovation. Donc à partir de cette feuille de route au niveau de l'IFPS, on a proposé plusieurs projets qui sont aujourd'hui accompagnés par le Conseil régional de Bretagne et qui vont être mis en place pour la plupart à partir de la rentrée de septembre 2024. Le premier projet concerne l'ouverture d'une filière de formation réservée aux étudiants reconnus en situation de handicap. Donc, Braze Handi Accès Santé. Donc, c'est une filière qui est très innovante car en Bretagne, on sera la troisième en France, pardon, après Montpellier et Lille. Et ce sera la première filière
réservé aux étudiants infirmiers en situation de handicap en région Bretagne et pour tout le Grand Ouest. La nouveauté de ce projet, c'est de créer une filière inclusive avec 12 places. C'est l'Institut qui s'adapte pour accueillir ces 12 étudiants en situation de handicap au sein de ses promotions. Et donc, quand je parle de handicap, c'est tout type de handicap. On parle des maladies chroniques, des troubles auditifs, par exemple, et pas uniquement des troubles 10. Donc, concrètement, le référent handicap va adapter les cours et les stages, va aménager les parcours, les rythmes de formation, former les tuteurs de stage, adapter les équipements et aussi comment renforcer les équipes pédagogiques avec le recours à des spécialistes comme un coach, un orthophoniste ou un psychomotricien. Alors, on a su récemment que la sélection, ça c'est un scoop. La sélection comment se fera sur une voie spécifique en accord avec le rectorat, une voie spécifique sur Parcoursup qui sera réservée aux futurs candidats pour la filière infirmier, mais candidats reconnus en situation de handicap ou en voie de reconnaissance. Donc, il y aura une voie spécifique sur Parcoursup. Et donc, pour s'inscrire, effectivement, le dossier sera examiné pour qu'il y ait un médecin expert du handicap qui validera l'adéquation du projet avec, bien entendu, le métier. Hein. La sélection se fera pour autant sur exactement les mêmes critères Parcoursup au niveau même critères d'exigence. Merci. Et ce sera ouvert pour combien d'étudiants et d'étudiantes? 12 places. D'accord. L'autre projet qui est pour le coup très très innovant parce que ce sera une première en France, ça concerne l'ouverture d'une filière bilingue en sciences infirmières, français-anglais, donc que l'on a appelé Brace Bilingual Nursing School. Donc, l'objectif de cette nouvelle filière, c'est de développer les compétences linguistiques des futurs infirmiers afin de contribuer au rayonnement international de la formation et du métier. Et on a l'ambition effectivement que ce projet permette de booster les mobilités Erasmus, parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de pays, et notamment les pays nordiques, qui n'accueillent pas forcément très facilement les étudiants infirmiers sur des mobilités Erasmus pour des raisons de compétences linguistiques. Donc, l'idée de ce projet aussi, c'est d'accompagner la mobilité et de développer aussi la recherche en sciences infirmières en France, qui est pas suffisamment développée par rapport sur la scène européenne et internationale. Mais pour cela, il faut que les étudiants et les futurs infirmiers soient capables de lire et de publier en langue anglaise. L'autre objectif aussi, c'était au lendemain du Brexit de développer, de continuer à développer les coopérations avec les pays anglophones et notamment en ce qui concerne la région Bretagne, les pays celtes. Donc la filière sera ouverte pour 18 étudiants et là la spécificité, c'est que la sélection se fera post-Parcoursup. Ce n'est pas une sélection qui relève de la sélection Parcoursup. La sélection se fera au sein des 125 étudiants infirmiers de première année de l'IFPS de Vannes. Et donc, on sélectionnera ces étudiants sur des critères de niveau d'anglais et de motivation. 50% de la formation sera en anglais, cours et stages. Et au cours de ces 3 années, il y aura aussi des cours d'anglais professionnels en lien avec les sciences et les soins infirmiers. Merci. Je me permets juste de relayer une question du chat. Une personne alors peut-être qui n'avait pas bien entendu, mais est-ce qu'il y aurait un IFCI dédié pour l'accueil des 12 étudiants et étudiantes en situation de handicap? Oui, à Vannes, oui. C'est l'idée de ce projet-là cette année. C'est vraiment Très bien.
c'est vraiment de structurer une filière adossée sur un IFSI de la région. Très bien, merci. La personne n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Merci beaucoup. Donc, vous avez deux autres filières. Donc, une autre filière qui va ouvrir à la rentrée de septembre 2024, c'est l'ouverture de la filière OFAGE. Donc, OFAGE pour orientation, formation, accompagnement grand âge. Donc là, c'est un projet qui est très moderne, avec l'idée de décloisonner les formations sanitaires et sociales, puisque c'est un projet qui est mutualisé avec Ascoria, qui forme en région Bretagne au travail social. Donc c'est un projet qu'on a proposé ensemble et qui change complètement l'approche, puisque là on est vraiment centré sur les besoins en compétences en gérontologie en région Bretagne. Le projet est très moderne dans le sens où on quitte complètement le modèle une formation, un métier, pour passer à un nouveau modèle, une formation, des choix, des parcours, des diplômes et des métiers. On a proposé ce projet parce qu'on fait le pari que ce modèle correspond mieux aux attentes des jeunes parce qu'il est moins linéaire et moins enfermant. Donc le projet propose de l'emploi à toutes les étapes du dispositif de formation. Donc il n'y a pas de sélection à l'entrée. On sera sur une promotion de 50 et la sélection se fera au cours du parcours. Pour vous donner un exemple, comment un candidat qui entre, au bout de 4 mois, on sera en mesure, s'il souhaite s'arrêter, de lui proposer l'attestation d'agent des services hospitaliers. Au bout de 4 mois et demi, on pourra lui proposer la diplomation pour le diplôme d'aide à domicile, d'ADVF, d'agent de service médico-social, et on pourra aussi proposer 3 titres professionnels, surveillant de nuit, maître de maison et animateur. Et au bout de ces 4 mois et demi, les candidats auront un choix à faire qui là fera l'objet d'une sélection. Donc après ce tronc commun, ils s'orienteront soit sur le métier d'accompagnant éducatif et social, le diplôme d'AES, ou soit le diplôme d'aide-soignant. Donc au niveau du public, donc on va accueillir des personnes en reconversion, de Pôle emploi, de mission locale, de prépa qualif, et on va accueillir, comment on pense, accueillir des jeunes qui hésitent entre le sanitaire et le social, entre une formation courte de 4 mois ou une formation plus longue de 1 an. Et on va accueillir aussi des jeunes qui ont de l'ambition, parce que s'ils le souhaitent, ils pourront capitaliser plusieurs diplômes au cours de cette année de formation et être assez compétitif sur le marché de l'emploi avec une double compétence à la fois sanitaire et sociale. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il est 11h55, donc on va bientôt terminer. Et j'en profite pour rappeler qu'effectivement, au mois de janvier, on proposera un webinaire sur la petite enfance. Alors, est-ce qu'OFAGE est uniquement sur Vannes? Oui, Très bien. pour l'instant. Pour l'instant, très bien. Et donc, on pourra retrouver toutes les informations sur votre site, c'est bien ça? Complètement. Les informations vont être sur le site prochainement et je vous invite à venir le 10 février à l'Institut puisque ce sera nos portes ouvertes et sur tous les projets que je vous ai présentés, il y aura un stand avec des formateurs qui seront tout à fait enchantés de vous renseigner sur ces nouvelles ouvertures. Très bien, merci. Et alors, je fais trois questions en une. Combien y a-t-il de places sur OFAGE? À partir de quel âge et pour quelle durée, Max? Alors là, il y aura 50 places. Sur la durée, comme vous avez pu l'entendre, les durées, en fait, c'est très flexible. Ça dépend du projet.
de l'envie du candidat et de ses capacités. Le candidat peut s'arrêter au bout de 4 mois et repartir avec une attestation d'agent des services hospitaliers. Et il peut continuer jusqu'à 1 an et repartir soit avec un diplôme d'AES ou soit avec un diplôme d'aide-soignant. Donc c'est vraiment c'est l'idée de ce projet et c'est tout le sens qu'on a voulu y mettre, c'est vraiment d'être sur un parcours qui soit très flexible et très ouvert, mais pour autant qualifiant et diplômant à différentes étapes. Merci beaucoup. Je prends une toute dernière question et ensuite on va clôturer le webinaire. Alors Marie-Claire, j'ai pas parlé du quatrième projet dont on avait prévu. Je vais en dire juste un petit mot. C'est sur l'augmentation, mais Florence en a déjà parlé. Effectivement, sur Vannes, on va doubler les effectifs de la promotion d'auxiliaires de puériculture. C'est peut-être important de le dire là aujourd'hui pour l'orientation des candidats. À partir de la rentrée de septembre 2024, on aura une promotion de 40 en formation initiale et 27 places d'ouvertes à l'apprentissage. Et quand on sait que les jeunes Bretonnes notamment sont très attirées par cette formation et ce métier, je pense que cette évolution du capacitaire sur cette formation-là est importante à avoir en tête pour tous. Merci beaucoup et merci pour toutes les questions. Malheureusement, on va être prise par le temps, on ne va pas pouvoir répondre à tout. Le webinaire pour la petite enfance, la date n'est pas encore calée car on attend les retours des prochaines intervenantes, mais a priori ce serait fin janvier. Si vous êtes abonné sur sur la newsletter du Greffe Bretagne, vous recevrez les invitations et les actualités. Je voulais remercier nos intervenantes aujourd'hui pour toutes ces précieuses informations. Merci beaucoup pour les nombreuses contributions dans le chat. Et puis, je remercie aussi Sylvie pour le chat. Merci beaucoup tout le monde et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.